Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans la rotonde des Journées Chouan pour la 51e fois consécutive. Il est certain que ce n'est pas nos gouvernants et autres qui nous empêcheront de continuer le combat qu'on mène depuis 50 ans à la suite de nos pères, à la suite de M. Ogui, de M. Séché. Voilà, nous sommes là, serons là demain. On me demandait tout à l'heure, est-ce la dernière journée Chouan? Nous avons fait un peu d'ironie dans le dernier courrier électronique. Mais oui, bien sûr, ça ne sera pas la dernière. Nous serons là l'année prochaine et vous aussi. Donc merci de votre présence. Vous êtes bien nombreux ce matin. Nous recevons Monsieur Lucien Cerise, qui est un habitué. Il vient peut-être pas tous les ans, il me semble il y a 2 ou 3 ans. Et donc il vient de nous parler d'un sujet qui est donc sur la suprématie blanc. Nous avons un bon exemple dans l'actualité avec la guerre qu'il se passe en Afghanistan. Nous voyons les flux migratoires qui s'accélèrent. Et que se passe-t-il? Ils sont en train de placer, nos grands mamamouchis sont en train de placer les Afghanistans partout dans tous les États. Et donc nous allons avoir un bon exemple des vagues migratoires qui se passent sous nos yeux. Hein, et qui va être une partie du sujet qui va être traité par notre ami Lucien Cerise. Je lui laisse la parole. Merci. Oui. 1, 2, 1, 2, voilà. Donc tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est la 3e fois que je viens. Voilà. Voilà. Et donc là, je suis très content de pouvoir faire la promotion de mon dernier livre, intitulé Le suprémacisme blanc, sous-titre Peuple autochtone et Great Reset. Alors le Great Reset, donc c'est de l'anglais, hein, en français c'est traduit par la grande réinitialisation. C'est traduit par l'auteur même du livre, hein, un certain Klaus Schwab, qui est le président du Forum de Davos, qui a rédigé un livre à 4 mains avec un assistant du nom de Thierry Malray. Et ils ont sorti ça donc en juin, ils ont sorti ce livre en juin de l'an dernier, en juin 2020, et donc c'est en fait en quelque sorte une synthèse de l'exploitation politique et économique de la fameuse crise sanitaire. Quelque part, on pourrait, en fait, ils déballent quand même pas mal de choses, notamment sur l'aubaine que représente cette crise sanitaire pour imposer leur grande réinitialisation, qui en fait est en quelque sorte une dictature informatique globale qui nous introduit, qui nous fait entrer dans le transhumanisme. Mais le transhumanisme, je dirais, forcé, à marche forcée. C'est clairement dit. Klaus Schwab à plusieurs reprises a fait des interventions, notamment dans un livre de 2016, où il dit que nous allons vers une fusion du biologique et du numérique. Alors, le transhumanisme, pourquoi je parle de ça, quelle est ma légitimité? Alors je m'y intéresse depuis une 20aine d'années. Et à l'origine j'étais transhumaniste, je trouvais que c'était une bonne idée, pour des raisons un peu philosophiques, pour des raisons qu'on pourrait dire un peu bouddhistes même en quelque sorte, c'est-à-dire que j'estimais que finalement l'espèce humaine était peut-être en quelque sorte un ratage et qu'il fallait d'une certaine façon aller vers une forme d'existence plus rationnelle, moins émotionnelle et peut-être effectivement plus tendue vers une forme de scientisme, où il faut une forme d'organisation plus rationnelle de l'existence humaine qui pouvait porter le nom de transhumanisme. Assez rapidement j'ai déchanté parce qu'en fait, fondamentalement, le transhumanisme a pour finalité, en réalité, de mettre fin non seulement à l'espèce humaine, mais aussi plus largement à la sélection naturelle et en fait au vivant en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le brevetage du vivant, la privatisation du vivant, les OGM, toutes ces choses-là, tout ça fait partie aussi de ce programme finalement cybernétique qui consiste à fusionner le biologique et le numérique. Fusionner le biologique et le numérique, ça ne concerne pas que l'espèce humaine, ça concerne aussi les plantes. Les plantes, les fruits et légumes sans semences, sans pépins, sans noyaux, ce qui permet effectivement un monopole de la reproduction du vivant. Vous avez sans doute peut-être entendu parler de la banque de semences
du Svalbard, hein, qui a été implémentée, donc qui a été construite donc sur une île norvégienne par la fondation Rockefeller et la fondation de Bill Gates notamment, avec d'autres sponsors également. Ça, on en parlait beaucoup il y a une dizaine d'années. Bon, c'est officiel, hein, je veux dire, c'est pas une rumeur, hein. Et en fait, on voit qu'il y a un vaste mouvement général, hein, du capitalisme en quelque sorte, du capitalisme industriel et financier, qui va dans le sens justement donc de la privatisation du vivant, du brevetage du vivant. Après les fruits et légumes, c'est notre tour, hein. Voilà. Donc la grande réinitialisation a pour fonction d'abord, hein, de stériliser le vivant, puisque en fait, pour justement qu'il y ait monopole sur la reproduction des fruits et légumes, il faut déjà que les fruits et légumes naturels, en quelque sorte, soient stérilisés. Et ensuite, vous pouvez contrôler le robinet, hein, avec justement votre banque de semences. Donc ça, c'est le programme de la grande réinitialisation qui se met en œuvre, qui se met en place au prétexte, hein, de la crise sanitaire. C'est simplement un élargissement, par cercle concentrique, de ce programme de stérilisation du vivant et de privatisation du vivant à l'espèce humaine. Voilà, donc quel rapport avec le suprémacisme blanc? Ça paraît un peu lointain. Bon, en fait, mon petit livre là de 300 pages, en fait, c'est une synthèse de 30 années de recherche à peu près. Donc, au début des années 90, j'étais étudiant en philosophie et bon, j'ai eu un coup de foudre pour Nietzsche. Alors n'ayez pas peur, hein, je sais que Nietzsche est passé à la postérité comme un philosophe antichrétien. Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous savez que c'est un peu plus subtil que ça. Donc c'est surtout critique du clergé, de son époque en Allemagne, etc. Et puis de tout ce qui était effectivement, comment dire, lourdeur dogmatique. Donc, mais bon, à l'époque, j'ai eu une période où j'ai assez... en fait, Nietzsche m'a orienté vers d'autres lectures, hein, c'est-à-dire avec toute la nébuleuse de la nouvelle droite et du Grèce. Donc, j'étais assez imprégné de cette littérature-là. Ensuite, je suis passé à autre chose parce que, bon, c'est pas payant. Enfin, je veux dire, il y a, à un moment donné, la question s'est posée de trouver du travail. Je ne m'orientais pas vers l'enseignement de la philosophie, donc il a fallu que je fasse autre chose, notamment de la communication et de l'enseignement du français aux étrangers, donc je m'étais orienté là-dessus. Et puis, donc ensuite, je m'intéresse au transhumanisme, mais en amateur, hein, en quelque sorte, comme ça, et sous l'influence notamment de 3 auteurs, 2 romanciers et un essayiste. Donc, un essayiste de la nouvelle droite qui s'appelle Guillaume Fay, qui en 1998 publié l'archéofuturisme. Et puis 2 romanciers qui ont mis à la mode, hein, le transhumanisme au tournant des années 2000, Michel Houellebecq et Maurice Dantec. Et là, on voyait des connexions, hein, entre en fait la droite et le transhumanisme. Alors qu'on pourrait se dire que finalement le transhumanisme étant un progressisme, hein, un prométhéisme appliqué à la génétique humaine, quelque part on se dit c'est plutôt une idée de gauche. Hein, le progressisme, le technoscientifique, c'est plutôt une idée de gauche. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est aussi une idée de droite. Et Maurice Dantec, notamment, avait des liens, hein, avec les identitaires et Guillaume Fay est l'incarnation, hein, de cette connexion, de ce trait d'union entre une pensée de droite et le transhumanisme, c'est-à-dire une pensée de droite progressiste et qui est radicalisée, hein, jusqu'à la transformation de l'espèce humaine. Et donc tous ces auteurs, en outre, en filigrane, en fait, développent aussi une pensée de la supériorité des Blancs, hein, sur les autres groupes ethniques, sur les autres races. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toujours en filigrane, mais bon, parfois ça affleure et ça devient explicite. En fait, le suprémacisme blanc est un suprémacisme technoscientifique pour ces auteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'apanage, en fait, ce qui détermine le cœur de l'identité des Blancs, hein, c'est précisément le développement de la technoscience. Et c'est en ce sens que pour ces auteurs, et pour d'autres, hein, des gens qui sont leurs disciples, hein, qui ne sont pas forcément connus et qui restent anonymes ou qui aujourd'hui s'expriment sur les réseaux sociaux, eh bien, il n'y a pas de contradiction, finalement, entre la supériorité technoscientifique des Blancs et le transhumanisme. Et donc, en fait, le transhumanisme ne menace pas les Blancs, puisque c'est leur propre création. Enfin, vous voyez, en fait, le raisonnement
que je qualifierais d'un peu sophistique, enfin le raisonnement erroné fondamentalement, ça c'est pour dire ce que je pense, qui finalement aboutit à ce que le suprémacisme blanc devienne l'ennemi numéro 1 des blancs. Et donc alors mon bouquin en fait essaye de séparer le bon grain de l'ivraie dans la lecture ethniciste de l'histoire, enfin des sociétés. Donc en introduction, je cite la déclaration de 2007 de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, puisque je pose effectivement la question de la survie des peuples blancs, essentiellement en Europe. Effectivement, nous sommes, enfin les blancs, et les blancs, pour aller plus loin, les blancs de culture chrétienne, sont menacés physiquement, effectivement, par l'immigration, par l'islamisation, donc tout ça n'est pas prêt de s'arrêter, évidemment, mais pour élargir la question, fondamentalement, ce sont tous les peuples autochtones qui sont menacés par le transhumanisme et par la grande réinitialisation qui se met en place depuis l'an dernier. Et qui se met en place à coup de trick, enfin je veux dire de manière effectivement au forceps, quoi. C'est pas simplement comment dire, si vous voulez venez et amusez-vous avec nous à prendre des je sais pas quoi, des amphétamines pour augmenter vos capacités intellectuelles. C'est toujours le thème de l'augmentation des capacités humaines. Pendant un certain temps, le transhumanisme pouvait être considéré comme en fait une sorte de gadget intellectuel à destination des bobos de centre-ville ou des milliardaires désœuvrés, mais en fait là on voit bien que c'est une véritable tyrannie. C'est que les transhumanistes veulent nous faire entrer de force dans leur système. Et qui s'avère effectivement parfaitement nocif, toxique et pathogène pour les humains que nous sommes. Et les humains, je qualifierais de conservateurs. C'est en ce sens que effectivement j'ai eu un parcours à gauche. Alors, en fait, je pense que je suis un peu trop conservateur pour être de gauche. Bon, cela dit, il y a aussi, je fais du syndicalisme. J'ai un peu fréquenté les milieux des squats à Paris quand c'était à la mode. C'était aussi un peu par désœuvrement, mais bon, c'est fondamentalement, en fait, je suis viscéralement écologiste. Et on dit que effectivement, en réalité, les origines politiques de l'écologie sont plus à droite qu'à gauche. C'est pas faux. En tout cas, c'est dans une vision plus conservatrice et l'écologie a du mal à se concilier en fait avec le progressisme. Mais bon, en même temps, tout ça est complexe et effectivement, il y a une tendance transhumaniste et progressiste aussi à droite. Qui s'incarne effectivement chez ces auteurs et dont je parlais tout à l'heure, mais qui auparavant s'est incarné aussi dans des régimes politiques. Donc en fait mon livre est divisé en 5 chapitres. Donc dans le premier je montre l'articulation entre mondialisme, nationalisme blanc, suprémacisme blanc et transhumanisme. Donc je commence avec notamment la déclaration de l'ONU là, sur les droits des peuples autochtones pour dire nous aussi, nous les blancs de culture chrétienne en Europe, nous avons le droit de revendiquer justement nos droits en tant que peuple autochtone d'Europe. Et il va falloir s'approprier cette déclaration, ne pas la laisser aux autres peuples, d'autres civilisations, d'autres couleurs, d'autres ethnies. Nous devons faire nôtre cette déclaration comme un manifeste en quelque sorte. Donc ensuite je montre en fait dans le premier chapitre tous les dangers qui pèsent sur le nationalisme blanc, c'est-à-dire le mondialisme dans un premier temps, puis le suprémacisme blanc dans la mesure où effectivement c'est un suprémacisme technoscientifique. Qui donc au bout d'un moment en fait révèle son vrai visage, à savoir le transhumanisme. Et donc ça donc je passe en revue effectivement je fais une analyse de l'ouvrage là dont Klaus Schwab et Thierry Malray, analyse critique, et pour montrer qu'effectivement en fait c'est l'expression même de ce que Nietzsche appelait le dernier homme. Donc dans la typologie, dans l'anthropologie nietzschéenne, il y a donc ce qu'il appelle le surhomme, qui assume l'éternel retour, c'est-à-dire l'éternel retour du bien et du mal, et qui ne cherche pas à en finir avec le mal. C'est ça en fait l'éternel retour. Donc en fait le surhomme, c'est celui qui en fait ne se fatigue jamais et qui assume que tout revienne éternellement en bien comme en mal. Et il oppose à cela le dernier homme. Le dernier homme, c'est l'homme de la table rase. Fondamentalement, c'est l'homme qui veut en finir
en finir. Avec quoi? Bon, en fait, avec tout. Parce qu'il est fatigué. Ça, c'est ce qui caractérise le dernier homme pour Nietzsche, c'est la fatigue de soi, la fatigue de vivre. Hein, c'est un épuisement vital. Et quand on lit, effectivement, quand on s'imprègne de transhumanisme, de cette littérature, et notamment de l'ouvrage de Schwab et Malray, intitulé La grande réinitialisation, eh bien, pardonnez-moi l'expression, ça pue le dernier homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'expression d'une fatigue anthropologique, c'est l'expression de gens qui veulent en finir. Et c'est pour ça que en fait, le terme de grande réinitialisation, en réalité, c'est plutôt game over en fait. Enfin, je veux dire, le Great Reset, en réalité, ne lance pas l'histoire de l'humanité, mais met un terme à l'histoire de l'humanité. Au bénéfice de quoi? Au bénéfice d'une monstruosité technologique, technoscientifique, et au bénéfice en fait d'une organisation informatique centralisée de l'existence humaine. Nous allons être, si évidemment le projet arrive à son terme, le projet du Great Reset, de la grande réinitialisation, nous allons être simplement gérés par des ordinateurs. Notre vie va être placée sous contrôle informatique permanent du début à la fin, et ça commencera même avant la naissance, avec la GPA ou ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, le LGBT en général, tout ce qui est effectivement artificialisation du vivant et reproduction, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, c'est déjà du transhumanisme. Et effectivement, ça commence avant la naissance. Le LGBT d'ailleurs n'a pas d'autre fonction que de banaliser, que de normaliser une sexualité stérile. C'est en fait c'est la guerre psychologique. Le but c'est ça. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre, et ensuite je passe en revue dans les 4 chapitres suivants les 4 régimes politiques qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc et qui ont échoué. Alors soit parce que effectivement le transhumanisme était assumé explicitement, comme pour le Troisième Reich par exemple, c'est-à-dire que en fait ce qui caractérise finalement le suprémacisme blanc, en fait c'est attendez, j'y viens après. Bon, donc les 4 chapitres, donc le premier chapitre, le chapitre 2, c'est sur en fait la Confédération sudiste et les lois Jim Crow, c'est-à-dire les lois en fait de ségrégation raciale qui ont été pérennisées pendant à peu près un siècle dans les États du Sud des États-Unis, avec le Ku Klux Klan et tout cet univers politique. Le deuxième régime qui s'est revendiqué officiellement du suprémacisme blanc, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Le troisième, donc c'est le Troisième Reich. Et le quatrième, c'est l'Ukraine post-soviétique. Dans tous les cas, ce sont des échecs. Alors l'Ukraine post-soviétique, c'est en train de s'effondrer, puisque là, c'est l'actualité, c'est en cours. Mais bon, c'était prévisible dès 2014, à la suite du coup d'État de l'Euromaïdan, dont vous vous souvenez peut-être. On s'est un petit peu sorti de l'actualité. Mais bon, moi, ayant des liens avec l'Europe de l'Est, ce sont des choses que j'observe personnellement, quoi. Ça me concerne personnellement. Et donc on a vu effectivement un phénomène assez étrange, c'est-à-dire effectivement tout un milieu nationaliste ukrainien, en fait nationaliste blanc et même suprémaciste blanc, agir, mais à visage découvert. Je veux dire, en fait, c'est-à-dire qu'il faisait partie des éléments humains, des ressources humaines qui ont accompli le coup d'État, le putsch, pendant l'hiver 2013-2014, qui visait à mettre fin au mandat présidentiel du président de l'époque, qui était pro-russe. Donc voilà. Et là, on a vu effectivement quelque chose de très étrange, c'est-à-dire une véritable omerta sur tous ces réseaux néo-nazis ukrainiens qui en fait faisaient avancer l'agenda mondialiste et anti-russe en Ukraine, l'agenda de l'Union européenne qui soutenait le putsch, l'agenda de l'OTAN qui soutenait le putsch. On a vu effectivement des hybrides, des croisements assez étranges. On a vu Bernard-Henri Lévy effectivement faire des conférences à la tribune sur la place centrale de Kiev, avec sur la même image des drapeaux qui évoquaient des runes ou des symboles du Troisième Reich. Mais tout est possible en fait, dans la mesure où, c'est-à-dire qu'en fait le néonazisme ou le suprémacisme blanc est autorisé par le mondialisme dans la mesure où il est anti-russe.
Et donc là, bon, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Hein. C'était une manière. Là, j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait pas que le suprémacisme blanc était soluble dans le mondialisme, hein, et dans le mondialisme anti-russe en particulier. Donc là, ça permet aussi une relecture, hein, de la géopolitique, hein, effectivement, et ça permet de relire, de mieux comprendre pourquoi le Troisième Reich a eu des soutiens parfois assez étranges, hein, de Londres par exemple, ou de la finance internationale dans certains cas. Et bon, parce que de fait, oui, dans la mesure où vous vous mettez au service d'un agenda mondialiste, eh bien, en quelque sorte, tout est bon dans le cochon. Hein. En fait, l'état profond, comme on dit, hein, en fait, est parfaitement, n'a pas de problème en fait à vous utiliser en tant que supplétif, que vous soyez djihadiste, hein, Daesh, Al-Qaïda, ou que vous soyez néo-nazi, et ensuite, nous, on nous casse les pieds en France quand on est juste des nationalistes ou des souverainistes modérés. Donc on voit bien que là, il y a vraiment un poids et deux mesures, et c'est quelque chose qui est scandaleux intellectuellement. Donc en fait, bon, le point de départ de mon intérêt, de mon intérêt relancé pour le suprémacisme blanc, c'est 2014, avec ce fameux coup d'État en Ukraine, et le traitement, hein, particulièrement bienveillant, que les médias occidentaux ont offert à ces nationalistes ukrainiens qui se baladaient avec des tatouages de croix gammée, de swastika, et avec des drapeaux et des fanions, effectivement, qui reprenaient toute la mythologie du Troisième Reich. Alors en fait, pourquoi effectivement cette extrême droite, cette ultra droite est compatible avec le mondialisme? Alors on comprend mieux en fait quand on regarde justement l'exemple du Troisième Reich, hein, du national-socialisme allemand, dans la première moitié du XXe siècle. On comprend en fait c'est vraiment le précipité chimique. Enfin c'est ce suprémacisme blanc à l'état chimiquement pur, hein, sans en quelque sorte sans faux nez, enfin du moins sans qu'il y ait en quelque sorte en fait, de pudeur, de fausse pudeur. Donc effectivement dans le chapitre que je consacre au Troisième Reich, en fait il est subdivisé en 3 sous-parties, et qui à mon avis permettent de bien comprendre ce que c'est que le suprémacisme blanc, dans la mesure où c'est un suprémacisme technoscientifique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le nazisme, la doctrine nationale-socialiste hitlérienne, telle qu'elle est exposée dans Mein Kampf, mais aussi dans d'autres textes ou dans des mouvements comme la Société Thulé, c'est fondamentalement un progressisme racial. C'est-à-dire qu'il est prévu, en gros, ce que voulait Hitler, c'était améliorer la race aryenne, sachant que la race aryenne est considérée dans Mein Kampf comme en elle-même déjà le moteur de l'évolution technoscientifique et culturelle mondiale. Donc là, on voit bien qu'il y a un prométhéisme racial, un progressisme racial, et qui est totalement assumé par Hitler dans Mein Kampf, mais aussi par d'autres auteurs, et avec un arrière-fond mystique, hein, notamment c'était surtout Himmler, hein, qui était versé dans l'occultisme. Ensuite, le deuxième point qui permet de caractériser vraiment le cœur même du suprémacisme blanc, après le progressisme racial, c'est l'expansionnisme racial. C'est-à-dire que, en l'occurrence concernant Hitler, il écrit dès le premier tome de Mein Kampf, hein, en 1925, qu'il a l'intention d'envahir la Russie. Il le dit clairement. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut agrandir le Lebensraum. Hein, il faut agrandir l'espace vital des Aryens, et que en quelque sorte, on est trop serré en Europe centrale. Donc, il va falloir de voir du côté de l'est. Il va falloir effectivement prendre le contrôle en fait, hein, des grands espaces russes, en s'appuyant, en faisant alliance avec Londres. Là aussi, on voit déjà des connexions assumées, hein, des alliances un peu bizarroïdes. Et le troisième point qui, à mon avis, caractérise le cœur même du suprémacisme racial, c'est le subjectivisme racial. C'est-à-dire que, ma race, ma terre, etc. Est vraiment le centre du monde. C'est-à-dire qu'en fait,
comment dire, c'est un peu plus difficile à exposer comme ça rapidement. Bon, j'ai pris quelques pages pour le faire dans le livre. En fait, comment dire, les nazis ont repris en fait la vulgate nietzschéenne sur la question de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, le national-socialisme théorique en fait, propose une nouvelle conception de la vérité qui est en fait de type nietzschéo-darwinienne, à savoir qu'en fait, la vérité, c'est la vérité du plus fort. Et c'est tout. Voilà. Donc il n'y a plus d'objectivité. On parle beaucoup du caractère scientifique du national-socialisme, techno-scientifique, industriel, mais en réalité, fondamentalement, on est plutôt dans la pseudo-science. En fait, sur le plan théorique, c'est-à-dire que c'est pour ça que comment dire, les cadres, enfin les intellectuels du régime, du Troisième Reich, avaient développé notamment la notion de science aryenne et de science juive. C'est-à-dire que pour eux, en fait, la science était segmentée en caractère ethnique. Bon, ça tient pas debout 2 secondes, évidemment. Enfin, la science est une et indivisible. Enfin, la méthodologie scientifique, en tout cas, elle l'est. Ensuite, les résultats peuvent varier, évidemment. Mais en tout cas, bon, la méthodologie scientifique depuis Aristote a été, posée et comment dire, conceptualisée depuis bientôt 2000 ans et même avant Aristote. Donc, en fait, bon. Là, on a affaire effectivement à en quelque sorte une vision du monde qui est, comment dire ça, qui est entièrement subordonnée à l'expression de la volonté de puissance raciale. Donc il n'est pas faux de dire que Nietzsche effectivement a infusé les idées du Troisième Reich, mais bon, c'est une vulgate, parce que la volonté de puissance chez Nietzsche est quand même, encore une fois, beaucoup plus subtile que ce que les théoriciens les théoriciens völkisch, d'après le mouvement qui a aussi fertilisé en fait le Troisième Reich. Les théoriciens national-socialistes en fait étaient fondamentalement influencés par Nietzsche, mais de manière caricaturale. Voilà. Enfin, je ne suis pas le premier à le dire, mais enfin, je veux dire, quand on travaille un peu les textes, notamment un certain Philippe Lénard, qui était scientifique et qui a eu un prix Nobel, et qui est le principal scientifique à avoir, le scientifique nazi, en fait, à avoir théorisé cette segmentation ethnique de la science. On se demande ce qui leur passe par la tête, mais effectivement, c'était des gens tout à fait sérieux qui étaient tout à fait capables dans leur domaine de spécialité. Le problème, c'est que dès qu'ils commençaient en fait à politiser et à réfléchir sur la politique, là, on voyait effectivement un certain nombre de préjugés et un certain nombre de caricatures philosophiques qui venaient parasiter leur discours. Donc, effectivement, Philippe Lénard, donc qui était un scientifique allemand de la première moitié du XXe siècle, a reçu un prix Nobel, mais ça ne l'a pas empêché de dire des grosses bêtises ensuite sur justement la science aryenne qui serait en fait la vraie science, opposée à par exemple la science juive, c'est-à-dire la physique quantique ou la théorie de la relativité, qui serait affectée en fait des stigmates de la judéité selon le national-socialisme, c'est-à-dire l'ambiguïté, comment dire, l'ambivalence et voilà. Donc le relativisme. Le problème, c'est qu'effectivement, la physique quantique et la relativité, tout simplement, tiennent la route, quoi. C'est après, il y a évidemment, il peut y avoir encore une révolution paradigmatique qui intégrera ces théories-là dans un ensemble plus vaste. Mais, on voit bien que là, les scientifiques du Troisième Reich, les scientifiques du régime, qui adhérer politiquement au régime, étaient légèrement aveuglés justement par leur vision politique et que ça a contaminé leur vision épistémologique. L'épistémologie, c'est en fait l'histoire des sciences, c'est en fait un retour philosophique sur la science. Voilà. Donc j'ai dit à peu près tout et c'est bon. Voilà. J'espère que j'ai été trop confus, parce que comme je vous dis, c'est à peu près 300 pages pour synthétiser 30 ans de travail. Donc ça peut paraître, à chaque fois la question que je me pose, c'est quelle entrée vais-je utiliser pour parler de ce livre, parce que il y en a de multiples. Voilà, je vous remercie.